7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Fabrice Lenglart. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'INSEE. Vous avez repris le poste depuis juin 2025. Vous étiez auparavant à la DREES. C'est vous qui apportez la bonne nouvelle de ce matin. L'INSEE qui prévoit 0,9% de croissance pour 2025. C'est plus que le gouvernement. C'est assez rare d'être au-dessus de la prévision du gouvernement. La note de conjoncture s'appelle consolidation modérée, croissance ravivée. Emmanuel Le Chypre a traduit ça en entreprise vaillante, consommateur chouinard. Est-ce qu'il a raison ? Eh ben, c'est pas mal, en fait, comme titre, c'est plus original, disons. Oui. Je ne sais pas si l'INSEE l'aurait reprise. Mais en effet, on voit que la France est montée à bord de la reprise, qui est en fait généralisée dans la zone euro. Et cette montée à bord, elle se fait d'abord par, effectivement, un regain d'investissement des entreprises, qu'on a vu repartir au troisième trimestre. Et les dernières enquêtes de conjoncture, quand on interroge les chefs d'entreprise, nous disent également que leur morale, si j'ose dire, a tendance quand même à remonter et à rejoindre petit à petit, il est encore un petit peu en dessous, mais petit à petit la moyenne de longue période. Donc on s'attend à ce que l'investissement des entreprises, effectivement, continue à aller de l'avant, y compris au premier semestre 2026. Ce qui est, Fabrice Lenglart, exactement le contraire de ce que j'entends sur ce plateau. C'est que moi j'entends des chefs d'entreprise inquiets qui disent avoir levé le crayon, qui s'inquiètent pour sur une hausse du chômage à venir. On va en reparler. Ça va pas être le cas. Il y a que ceux qui sont inquiets qui s'expriment. Il y a une dichotomie. Comment ça se fait ? On résiste mieux au climat politique que ce qu'on ne croit ? En tout cas, on résiste un peu mieux peut-être que ce qu'on ne croit. Il faut se souvenir également que les taux d'intérêt ont baissé ces derniers mois et ces dernières années. Donc on finit par avoir quand même un environnement qui est un peu plus favorable de ce point de vue-là. Je ne suis pas en train de dire que l'investissement flambe, mais néanmoins, il est incontestablement le moteur de cette reprise qu'on voit se dessiner depuis l'été. Avec des inégalités quand même sectorielles très fortes. On a toujours ce secteur aéronautique qui flamboie, qui a beaucoup de commandes et qui tire quand même une partie de la croissance. Alors en effet, sur la seconde moitié de 2025, effectivement, l'industrie aéronautique a réussi à produire beaucoup plus et on le voit également dans les exportations. Ce qu'on pense, c'est qu'en début d'année, il va y avoir non pas un trou d'air, mais disons, ça va être moins flambant d'une certaine façon, et le reste de l'industrie va suivre. C'est ce qu'on pense. Ce consommateur chouinard, comme dit Emmanuel Le Chypre, vous le décrivez assez individualiste, c'est-à-dire qu'il a une vision pessimiste du monde qui l'entoure, il pense que la situation va s'aggraver, mais il trouve que sa situation à lui n'est pas si mal. En effet. Et ça le force à épargner, du coup. Absolument. Vous avez tout résumé. On fait des enquêtes auprès des ménages. On leur demande d'une part quelle est votre situation personnelle, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Là, ils répondent grosso modo aux 3/4, ça va à peu près. Et quand on leur demande quelle est la situation du pays, ils sont aux 2/3 plutôt pessimistes sur le pays. Et chose plus importante encore, ils sont 2/3 aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans, ils étaient seulement 1/3 à être pessimistes sur le pays. Donc on voit une montée du pessimisme sur l'état du pays général. Et donc les ménages qui sont à la fois plutôt optimistes pour eux et plutôt pessimistes pour le pays, ils sont 4 sur 10. Et leur nombre a doublé, en fait, dans le pays. Et quand on regarde ces ménages, quand on les interroge, et quand on les interroge en termes de comportement d'épargne, c'est des ménages qui, en fait, sont plutôt épargnants. Ce qui peut expliquer, d'ailleurs, ça reboucle avec ce qu'on disait avant, que la consommation, jusqu'à présent, a été assez faible et a plutôt déçu sur le passé. Ce qu'on pense, c'est que la consommation va se réveiller au 4e trimestre et dans les trimestres. Donc il va y avoir un déblocage de l'épargne et des consommateurs qui vont se réveiller un peu et consommer enfin, quoi. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le taux d'épargne a atteint des niveaux historiques au début de l'année 2025. On était quasiment à 19%. C'est plus de 3 points par rapport à ce qu'il était historiquement. Et donc, ce qu'on inscrit en prévision, c'est une baisse du taux d'épargne, mais pas un retour, évidemment, à sa moyenne de longue période. Ce qu'on pense, c'est que le taux d'épargne va perdre un petit point d'ici à la mi-2025. Mais qu'est-ce qui fait que ce consommateur-là, il est dans cet état-là ? Il est traumatisé par l'inflation. Pourtant, il y a quand même du garde-fou. C'est pas comme on a pris moins cher que les Anglais, par exemple. Sur ces questions, c'est parce que il a l'insécurité politique, il ne sait pas où on va. Pourquoi il est aussi pessimiste ? Il y a un peu de tout ça. D'abord, il faut quand même rappeler que en termes de conjoncture du marché du travail, là, les choses vont plutôt un peu moins bien qu'auparavant. Et même en prévision, on ne s'attend pas à une reprise de l'emploi. L'emploi dans le secteur privé, en tout cas l'emploi salarié, devrait être à peu près étal, voire même légèrement déclinant sur un an
entre la mi-2025 et la mi-2026. Bon, il y a un peu d'emploi non salariés qui est créé parce qu'il y a l'auto-entrepreneuriat est dynamique, mais néanmoins le marché du travail, disons, reste étal, y compris en prévision. Et on s'attend d'ailleurs à ce que le taux de chômage continue à remonter un petit peu. Il est aujourd'hui de 7,7% de la population active. On l'attend à la mi-2026 à 7,8. Donc il y a des raisons pour que ce. Mais comment ça se fait qu'avec ces investissements, au final, le chômage ne baisse pas? Ce ne sont pas des investissements pourvoyeurs en emploi. Ah oui, mais il faut se rappeler d'abord que sur les dernières années, le gros problème du pays, c'est le manque de productivité. C'est-à-dire que la productivité était en berne. Après les crises que nous avons traversées, la productivité de la France s'est relevée assez lentement. Et même plutôt moins rapidement que dans d'autres pays européens. Et aujourd'hui, en fait, on voit des investissements de productivité. Et donc, on voit la France qui retrouve des couleurs en termes de niveau de productivité. Il y a aussi sur ce taux de chômage l'impact de l'alternance qui a un effet non négligeable quand même sur ce taux d'emploi. On fait baisser les aides, ça se voit tout de suite. 65 000 alternants en moins quand même sur l'année. 65 000 alternants en moins entre la mi-2025 et la mi-2026. La baisse a été forte au deuxième semestre 2025. On continue à l'inscrire en prévision, mais à un rythme plus modéré. Mais effectivement, lorsque je vous dis que l'emploi salarié devrait, en glissement annuel, donc sur un an, être légèrement déclinant, si on note l'effet de l'alternance, en fait, cet emploi salarié privé, hors alternance, il augmente très légèrement. Bon, l'un dans l'autre, de toute façon, ce que je dis, c'est que l'emploi dans le secteur privé va être à peu près étal en prévision, et donc que ce regain de croissance va se traduire par des gains de productivité pour l'économie française. Sur l'inflation, c'est définitivement terminé. On tourne sous les -2%. Petite hausse à venir, mais enfin, on est quand même sur des niveaux très très faibles. Alors effectivement, on se souvient du choc inflationniste qui a eu lieu à la fois en 2022 et 2023. L'inflation avait atteint des niveaux de l'ordre de 5-6% durant ces années-là. En 2024, on est passé à 2%. 2025, c'est une année de basse inflation en France, et même plus basse que chez nos voisins européens. On est à 1. Aujourd'hui, même le dernier chiffre connu, c'est 0,9. Et en prévision, on s'attend à ce que cette inflation relève un tout petit peu la tête, mais elle va rester extrêmement modérée. On la voit à 1,5% à la mi-2026. Je reviens à la question des entreprises. On voit très clairement dans vos chiffres que la surtaxe d'IS n'a pas d'impact globalement sur les entreprises. Qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent: on nous a promis que ça ne serait qu'une fois, ça ne reviendrait pas, donc c'est pas grave. Comment vous voyez ce point? Vous dites il ne faut pas la pérenniser, là ça aurait un impact. C'est un choc une seule fois et ça va dans les entreprises? Alors il faut rappeler en effet que beaucoup d'études économiques et économétriques montrent que lorsqu'on élève le taux d'IS, le taux de l'impôt sur les sociétés de façon pérenne, ça a un effet négatif sur l'investissement. Ça c'est documenté en France et dans d'autres pays. Là, ce dont on parle, c'est d'une taxe exceptionnelle qui a été prélevée sur les grandes entreprises en 2025, la surtaxe. Et effectivement, l'INSEE s'est livré à un exercice. On a des enquêtes auprès des industriels et on est capable de séparer les grandes entreprises des petites. Et on a regardé comment elles anticipent leurs investissements en différentiel, si j'ose dire. On a comparé les grandes et les petites. Et ce qu'on voit effectivement dans nos enquêtes, c'est que l'impact n'est pas significatif, en tout cas dans les différences de réponse suite à cette mesure. Et vous l'avez dit, je pense que c'est très important que le fait de cette mesure ait été annoncé comme une mesure exceptionnelle, donc ponctuelle. Ça a sans doute joué, en effet, pour que les entreprises ne freinent pas leur perspective d'investissement. De ce point de vue-là, il faut rappeler que la discussion budgétaire est encore en cours. Et d'ailleurs, dans notre note de conjoncture, c'est assez inhabituel. On est calé sur le PLFSS, donc toutes les mesures sociales qui ont été votées. Sur le PLF, les discussions sont encore en cours. Donc on s'est calé en fait sur un PLF en retenant les mesures qui semblaient plus ou moins consensuelles entre le gouvernement et le Parlement. Tout ça est documenté dans la note. On a inscrit en prévision quand même une surtaxe exceptionnelle, à nouveau en 2026, mais d'un montant 2 fois moindre. Ouais. Et évidemment, si cette surtaxe n'advenait pas, les discussions sont en cours, ça serait meilleur pour le taux de marge des entreprises. Mais est-ce que vous arrivez à dire si l'ensemble du PLF est voté avec des hausses de charges et d'impôts sur les entreprises, l'investissement va baisser ?
Alors, c'est quasiment mécanique? Non, c'est pas mécanique. Et d'ailleurs, là encore, comme il a fallu faire des choix, puisque les discussions sont encore en cours, on a inscrit dans notre compte, je vous dis, cette surtaxe partielle, c'est-à-dire divisée par deux. On a également inscrit dans notre prévision l'annonce par le gouvernement qu'il souhaitait baisser la CVAE d'1 milliard. Donc ça, on l'a inscrit dans notre compte. Ce qu'on pense, c'est qu'évidemment, si les mesures que nous avons inscrites ne sont pas votées, ça va jouer sur le compte des entreprises, d'ailleurs sur le compte des ménages. Il y a aussi une incertitude sur certains niveaux de prélèvement obligatoire. Ce qu'on pense de toute façon, c'est que quand bien même ce que nous avons inscrit dans la note n'adviendrait pas, ça aurait des effets évidemment sur le compte des entreprises et des ménages, mais ça ne se verrait pas immédiatement sur l'activité. Donc on est assez confortable avec notre diagnostic sur le premier semestre. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie, Fabrice Lenglart, le directeur général de l'INSEE.